On va parler de moyens, on va parler de notre argent et surtout de notre capacité à soutenir l'Ukraine, mais à nous défendre face à un monde qui est de plus en plus, vous l'avez bien compris, bouleversé. Écoutez ce que dit Ursula von der Leyen ce matin et sur cette urgence à débloquer de l'argent. C'est fait, nous dit-elle, et pourquoi d'ailleurs c'est fait? Écoutez-la. Nous vivons l'époque la plus dangereuse qui soit. Je n'ai pas besoin de décrire la gravité des menaces auxquelles nous sommes confrontés, ni les conséquences dévastatrices que nous devrons endurer si ces menaces se concrétisent. Car la question n'est plus de savoir si la sécurité de l'Europe est menacée de manière très réelle ou si l'Europe doit assumer une plus grande part de responsabilité dans sa propre sécurité. En vérité, nous connaissons depuis longtemps les réponses à ces questions. Nous sommes dans une ère de réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour répondre à l'urgence à court terme d'agir et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer une plus grande responsabilité pour notre propre sécurité européenne. La somme qui a été annoncée, 800 milliards d'euros, mais tout ne sera pas payé par l'Europe, mon cher Xavier. Il ne s'agit pas d'un emprunt, un peu à la façon Covid, mais les États auront à débourser, je crois qu'on est autour de 120, 150 milliards, ce qui présente déjà quand même un budget certain. Oui, il y a 150 milliards de prêts qui pourront être octroyés aux États pour couvrir leurs dépenses militaires. Le reste devra provenir de leur budget, grosso modo. Ça représenterait un point de PIB en plus consacré à la défense. Ça fait des sommes considérables qui vont poser des problèmes, notamment en France. On va choisir entre la défense, les retraites, le temps de travail. Il faudra, de toute façon, faire des efforts puisque cette guerre, c'est pas le problème de quelques semaines, quelques mois. Il faut que l'Europe se réarme si les Américains décident de totalement nous lâcher comme ils ont lâché l'Ukraine. On a déjà un premier exemple. On est prévenu, ça fait longtemps qu'on l'est. Général Paloméros le disait tout à l'heure. Il faut réagir et se mettre en ordre de bataille pour être capable de se défendre. Alors quand on écoute Ursula von der Leyen, on a envie de se dire mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant, mon cher Vincent? On devrait être déjà dans la réaction. Ça fait 3 ans que les Ukrainiens trinquent pour nous. Mais visiblement, nous, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que même dans un pays... Pardon, je me trompe peut-être. Dans un pays en guerre comme l'Ukraine, sous les bombes russes, on arrive à sortir de terre des usines d'armement. On est capable de produire des armes. On est capable d'innover et nous, on n'est pas foutus de le faire. Il y a un facteur me hante depuis février 2022, c'est le facteur temps. Je pense qu'il y a des retards irrattrapables. Et ma crainte, c'est que, d'une certaine manière, si l'Europe, soudain touchée par la grâce, résout ses contradictions, en finit avec les palinodies, etc., eh bien, l'Europe va mourir guérie après que l'Ukraine soit morte guérie. C'est-à-dire qu'on aura, entre-temps, une fragilisation du flanc Est, malgré leur résolution et leur bravoure. Je pense aux pays baltes, je pense aux maillons faibles, comme la Moldavie, peut-être la Roumanie, si le candidat préféré du Kremlin finit par l'emporter. La Pologne a une autonomie militaire qui peut-être lui permettre de résister davantage, mais il n'en demeure pas moins que le fait qu'on en soit encore aujourd'hui à se dire « réveillons-nous », il est minuit moins 10, non, il est minuit passé. Et donc je redoute, moi, que tout ça survienne trop tard. Fini le carrosse, bonjour. Et encore pour le moment, on peut bénéficier peut-être de la citrouille, mais c'est même pas sûr qu'on puisse la garder face aux Russes et aux Américains. Nicole? Non. Moi, je voudrais non pas apporter une note d'optimisme, mais quand même nuancer votre constat que c'est trop tard et que c'est foutu et que c'est fini. Je ne crois pas. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'Europe de la défense, c'est pas la Commission européenne. Madame von der Leyen n'a qu'une seule compétence, c'est de booster l'industrie européenne de défense. Elle n'a aucune compétence sur la défense elle-même, parce que quand il s'agit de faire mourir éventuellement des citoyens, ce sont les
les États qui sont à la manœuvre. Et donc, je trouve très regrettable que Mme von der Leyen apparaisse aux yeux des opinions comme le chef de la défense européenne, ce qu'elle ne sera jamais. Ça, c'est le premier. On ne devrait pas lui laisser la parole. Non, on peut lui laisser la parole. Pas lui donner dans de telles circonstances. Pour ceux pour lesquels elle est compétente, c'est-à-dire l'industrie de défense européenne. Elle a beaucoup. La Commission a beaucoup de moyens. On est dedans là pour le moment. La Commission, c'est ce qui nous préoccupe. La Commission, par exemple, elle a proposé que dans le calcul des déficits publics, on enlève les dépenses de défense jusqu'à une concurrence de 1,5%. Pour la France, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut passer à 3,5% du PIB en matière de défense sans augmenter notre déficit public. Heureusement. Ça, c'est une vraie levier de la Commission. Deuxième levier de la Commission, elle a proposé... Le général critique à côté de vous. Hein. Oui, c'est un minimum. Non, je pense qu'il pense que j'ai raison sur ce point-là. Je ne sais pas, on va lui demander. Autre chose. En tout cas, la Commission, elle a des moyens pour aider les États membres à dépenser plus sans être obligés d'augmenter leur déficit ou leur dette. Ça, c'est vrai. Elle n'a aucun moyen pour décider qui va faire de la défense, comment, qui va commander, avec quelles armes, quel pays, etc. Et ça, c'est l'affaire des États membres. Et dans les États membres, quand on regarde les 27 aujourd'hui, moi j'en exclus 3, parce que ce ne sont plus des démocraties qui sont la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie. Donc, il en reste 24. Et sur ces 24, il y en a 5 qui représentent à peu près 80% du potentiel militaire européen. Lesquels ? C'est la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, et je mets 5 plus 1 plus UK. Bah oui. Bon. Et ben, ils ne sont plus européens, mais tellement actifs depuis quelque temps. Ces 5-là, je suis désolée, sont sur la même ligne, même Madame Meloni, parce qu'elle est sincèrement anti-Poutine et pro-Ukraine. Ces 5-là sont sur la même ligne de construire une défense autonome, de se passer, s'il le faut, des États-Unis. Et ça, c'est un signe d'optimisme. Alors, on va parler quoi ? D'état de bonne volonté pour se défendre face à ce monde de plus en plus menaçant et bouleversé, général ? Voilà, je souriais, c'était sur la partie économique. Parce que, oui, on peut faire des calculs, j'en ai fait une partie de ma carrière, et essayer de repousser une bosse d'un côté ou de l'autre. Mais il ne faut pas se masquer les yeux, et surtout pas aux Français et aux Européens. On ne reconstruira pas une défense digne de ce nom sans effort. Winston Churchill, vous vous souvenez, des larmes ? Du sang et des larmes. Souhaitons en tout cas du courage et de la volonté et des choix. Premier élément. Deuxième élément, il manque effectivement cette dimension politique, c'est-à-dire la prise de conscience. Peut-être qu'elle est en train de se faire. Sans une vision politique, il ne peut pas y avoir de défense. Absolument. Et pour l'accompagner, non pas une boussole stratégique dont le Nord varie en fonction de qui la prend, c'est ce qui est le cas en ce moment à l'Union européenne, on a une boussole stratégique, parce qu'on ne veut pas appeler un chat, c'est une stratégie qu'il nous faut. Une politique sans stratégie est vouée à l'échec. Et c'est vrai en particulier en termes de défense, je pense que c'est vrai dans tous les domaines. Donc il nous faut une stratégie. C'est-à-dire, et cette stratégie, il faut qu'elle soit explicite. Que veut-on faire ? Quelles sont les priorités ? Et de là, Mme von der Leyen, avec sa commission, doit répondre à un certain nombre de besoins et montrer qu'on est capable de construire, je pense qu'on a les bases pour ça, une industrie de défense productive, qui soit capable de faire des choses dans un délai relativement court. Aujourd'hui, le Fonds européen de défense, c'est un vrai marécage et c'est un parcours d'obstacles pour les industriels. Ils ne veulent même plus y aller tellement c'est compliqué. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc il faut de l'innovation, il faut produire des drones, je sais pas, par milliers, et ça c'est possible. Il faut produire des armements simples, pas coûteux, parce que c'est ça aussi qui permet de faire la guerre. Un peu comme le font les Ukrainiens. En ce moment. Et le dernier Arrêtez les grands programmes à 30 ans. Et il faut investir dans les hommes et les femmes. La difficulté aujourd'hui, c'est de motiver nos jeunes compatriotes, les jeunes Européens, parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont devant eux. Donc il y a un gros effort de pédagogie à faire pour leur montrer et créer une réserve aussi qui permettent d'alimenter les forces et de soutenir l'effort de défense. Allez, j'ai un petit sonore, juste je vous laisse la parole, j'ai un petit sonore à vous soumettre pour vous booster, vous les Européens. C'est un petit sonore qui nous vient des États-Unis et qui nous vient du bureau ovale et du vice-président américain. Et après, promis, je vous laisse la parole, cher Vincent. Vous avez 32 secondes pour vous préparer. C'est parti. Honnêtement, je ne me soucie pas de ce que les Européens disent en public. Ce qui m'importe, c'est ce qu'ils disent en privé. Et ce qu'ils doivent dire au président Zelensky, c'est que cela ne peut pas durer éternellement. Les effusions de sang, les tueries, la dévastation économique, tout le monde en pâtit. Le seul moyen de revenir à la paix et à la prospérité est ce que le président Trump essaie d'accomplir.
Voilà, l'important c'est le président Trump, on l'a compris, mais c'est aux Européens de faire le sale boulot. Il nous reste encore ça aux yeux des Américains. Oui, moi je me souviens surtout de ce que ce monsieur Vance a dit lui en public à la conférence de Munich, où il a fait étalage du mépris intense qu'il éprouve pour le vieux continent. Très rapidement, je ne dis pas que tout est foutu. Soyons gramsciens, pessimistes de la lucidité, optimistes de la volonté. Je dis simplement que si on veut discerner de lueurs d'espoir, moi j'en vois deux. Peut-être pas des surprises divines, mais elles sont rassérénantes. C'est Keir Starmer. Je m'aperçois qu'il a réussi, en tout cas à ce stade, et en apparence au moins, à marquer une certaine forme d'autonomie par rapport aux liens transatlantiques traditionnels. Bon. Et, il n'a pas été très bien traité par Trump, c'est un signe. Oui. Et Friedrich Merz, alors on verra, le futur chancelier allemand, qui semble aussi assez ferme dans ses mots. Et j'en viens à me demander si les contours de... Notamment sur la couverture nucléaire possible de l'Allemagne par la France. Non mais on parlait d'historique et de bouleversement, on est quand même en plein dedans. Je me demande si le noyau dur de demain, ce ne sont pas donc les pays qui viennent d'être cités, mais en y ajoutant effectivement le Royaume-Uni, Brexit ou pas Brexit, le Canada, la Norvège. Pourquoi pas la Turquie, ce qui n'est pas simple, mais après tout, membre de l'OTAN, ne l'oublions pas. Vous avez vu que Erdogan, bien sûr que vous avez dû le voir, mais je le dis par nos téléspectateurs, Erdogan a dénoncé le comportement de Trump cette nuit, supprimant l'aide américaine. Donc voilà. Alors bon, après, on sait qu'Erdogan aime en général manger à tous les râteliers. Mais en l'occurrence... C'est plus difficile. Il y a Viktor Orban, notamment, qui a applaudi Trump de cesser de fournir l'aide militaire. On me donne à l'instant, pardon, Xavier, à Paris d'ailleurs. Oui, voilà, exactement, c'était l'information. Le président Macron. Orban rencontre Emmanuel Macron demain à Paris. Ça, c'est on verra bien d'ailleurs un élément déstabilisateur en Europe. Oui, alors ce qui sera étonnant, c'est est-ce que il aura un message de la part de Poutine au président français. Et si on laissait tomber l'Europe, le 51e État des États-Unis demain à Paris, c'est ça. Et si on laissait tomber l'Europe et on prenait cette Europe, je sais plus, un invité un jour m'a dit ça il y a très peu de temps, le groupe des bonnes volontés pour se défendre, défendre l'Ukraine et nous défendre aussi. Ce serait pas mieux que l'Europe à 27 ou à 26 c'est peut-être trop, c'est peut-être le moment de faire le tri, non ? Ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Oui, voilà. C'est le cas depuis le début, d'ailleurs. Ça, c'est le noyau dur défense, les 5 plus X. C'est important. C'est ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Mais il ne faut quand même pas oublier que la prospérité de ces 5, elle vient du marché unique. Et le marché et de l'euro. Pour les 5 dont je cite, sauf les Anglais, mais ils sont à l'extérieur, les 5 sont leur prospérité, leur richesse vient de l'euro et du marché unique. Donc on ne peut pas abandonner l'Europe des 27. Mais à l'intérieur de ces 27, il faut une Europe politique qui soit ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, comme vient de le dire le général. Sur le plan politique et de défense, mais pas sur le plan économique et commercial. C'est pas possible.